Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube Nautilus Vert. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne, à liker la vidéo, à la partager avec vos amis et votre famille. C'est important pour le développement de la chaîne et le contenu en fait il est varié. En ce moment ça va être des cours, des cours très intéressants hein, et pas que pour les biologistes marins. C'est des cours qui intéressent à la fois les personnes qui vont travailler en mer parce que l'appellation, ce qu'un biologiste marin doit savoir, en fait c'est vrai que je fais la vidéo pour des biologistes marins parce qu'il n'y a pas de contenu pour nous, mais ça n'intéresse pas que les biologistes marins, ça intéresse toutes les personnes qui sont intéressées par la mer, et même les personnes qui ne vont pas travailler en mer et tout. Ça peut être une distraction, un divertissement, une façon de se cultiver, de connaître de nouveaux métiers, de susciter aussi des vocations, pourquoi pas. Hein, vous pouvez regarder une vidéo sur Nautilus Vert et vous dire tiens, si je démarrais mon projet aquacole, pourquoi pas. Je sais pas Anna, donc ça dépend de vous. Donc on commence tout de suite la vidéo parce que je suis très limitée par le temps et je dois faire vite. Je m'excuse si je parle vite, mais je ne peux pas dépasser un quart d'heure pour le moment. C'est YouTube qui est comme ça, c'est pas bon. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important qui est l'étude technico-économique d'un projet conchilicole. Ça c'est, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une étude technico-économique et je vais en même temps répondre à beaucoup de messages que je reçois, à beaucoup de questions qu'on me pose. La première question qu'on me pose, c'est, normalement je vais devoir définir ce que c'est qu'une étude technico-économique. Et je vais répondre au fur et à mesure à des questions qu'on me pose au cours des explications. Une étude technico-économique pour un projet conchilicole, c'est un document qu'on vous demande dans le dossier de demande de concession. On va vous dire, avec d'autres études. Et ce document, il doit être réalisé par un bureau d'études agréé. Ce n'est pas un particulier qui va faire, quelqu'un qui va faire un projet, même s'il est biologiste marin, même s'il est connu, même s'il connaît son métier, il doit passer par le bureau d'études. C'est une question de réglementation. C'est pas moi qui le dis, c'est la réglementation qui le dit. Et ça doit être fait par un bureau d'études agréé. Et cette étude va être envoyée au CNRDPA pour être certifiée, pour voir s'il n'y a pas des erreurs qui ont été faites. C'est des spécialistes qui vont vérifier si tout a été fait dans les règles de l'art. Voilà. De quoi est-elle composée? C'est aussi un document qu'on peut vous demander à la banque ou je ne sais pas quel dispositif de financement vous allez utiliser, mais c'est un document que la banque peut vous demander pour savoir combien coûte le projet, pour savoir si le projet est viable, si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas, si l'étude a été faite dans de bonnes conditions ou non. Après, de quoi est-elle composée? Elle est composée de trois parties principales. Il y a la partie étude du site, qui est unique. On ne peut pas la copier. Il y a la partie technique, qui concerne le matériel dont vous allez avoir besoin en fonction de votre site. Et il y a la partie économique, c'est les fournisseurs, les factures, ce que ça coûte, combien ça coûte et tout et tout. Donc on va répondre à la question, combien coûte un projet conchilicole? C'est très difficile de dire combien coûte une ferme ou combien coûte un projet. En général, le coût du projet, il est estimé au montant du matériel que vous allez acheter, surtout pour les projets en mer. Quand il y a des sites à terre, on vous demande de faire des aménagements à terre, donc c'est matériel plus aménagement à terre. Mais pour les personnes qui vont juste travailler en mer, c'est le matériel qui va être utilisé. Il a une valeur, il va être estimé et on va vous dire un projet coûte 2 milliards de matériel par exemple. Ça c'est une idée reçue qui est fausse. Surtout pour une personne qui n'est pas du métier et qui veut débuter, ou pour un jeune entrepreneur ou un jeune investisseur novice. Vous devez savoir qu'un projet, le coût d'un projet, c'est certes ce que coûte le matériel, mais ce n'est pas seulement ça. Quand vous allez faire un projet, vous allez acheter un matériel de chez un fournisseur, soit vous allez l'importer, soit vous allez l'acheter chez un fournisseur local. Aujourd'hui ça existe.
vous allez l'acheter, vous allez le transporter de chez votre fournisseur jusque chez vous. C'est un coût qu'il faut prendre en compte. Bien sûr, le matériel, une fois que vous allez le recevoir, vous n'allez pas le jeter directement dans la mer. Vous allez le stocker temporairement, en attendant d'avoir les autres autorisations, parce que on ne va pas l'installer directement, il faut une autorisation de la part de la police maritime, ça peut prendre plus ou moins de temps. Le temps que ça prend, je ne peux pas vous dire exactement parce que ça varie, c'est variable, mais il y a un certain temps entre la réception de votre matériel et la mise à l'eau du matériel, ce qu'on appelle une mise à l'eau du matériel. Donc vous allez devoir le stocker dans un hangar, dans un garage que vous allez acheter, louer, ça vous concerne. Donc ça, c'est un coût. Même si vous le mettez, même si vous stockez votre matériel dans un port, vous allez payer le GPP. Il faut payer le GPP, le droit de mettre, il y a des droits que vous devez payer. Donc ça rentre dans le coût de stockage. Ensuite, ce matériel, une fois que vous allez avoir toutes les autorisations nécessaires pour la mise à l'eau de votre matériel, il va falloir le monter. Donc le montage entre dans le coût de réalisation d'un projet. Et le montage, vous allez le faire soit sur votre lieu de stockage, soit vous allez devoir le transporter du lieu de stockage jusqu'au port ou jusqu'au lieu où vous allez monter votre matériel. Et ensuite, il va falloir faire une autre opération de transport pour installer votre matériel en mer. Plus quelques petits travaux maritimes en fonction des cas, transport de blocs de béton, tout ça pour la conchyliculture. Donc tout ça, c'est des frais dont on ne parle pas et qu'on ne prend pas en considération avant la création d'un projet. Et pourtant, c'est pratique, il faut les prendre en compte parce que c'est des sommes qui sont plus ou moins importantes et qu'il faut fournir tout de suite. Donc voilà, il y a aussi le montant de l'étude technico-économique, parce qu'une étude technico-économique coûte la réalisation de l'étude. Il n'y a pas que l'étude, hein. Il n'y a pas que l'étude technico-économique, il y a aussi une étude d'impact, et il y a plein d'autres choses qu'il faut penser à payer. Les démarches administratives pour l'obtention de la concession sont à prendre en compte parce que ça nécessite une mobilisation. Si vous êtes mobilisé, ça veut dire que vous n'allez pas travailler ailleurs. Si vous ne travaillez pas ailleurs, ça veut dire que vous n'allez pas avoir de source de rentrée d'argent, pardon. Et ça aussi, c'est un point qu'il faut prendre en compte dans l'aspect économique de la réalisation d'un projet dans sa globalité. Plus le temps que vous allez mobiliser pour la réalisation de votre projet, plus les petites mains qui vont intervenir pour vous aider à monter la filière, les équipes pluridisciplinaires qui vont intervenir dans la réalisation de votre projet. Donc tout ça, c'est des éléments, c'est autant d'éléments à prendre en compte dans la réponse que vous allez fournir lorsqu'on vous dira combien coûte un projet conchylicole. Voilà. Maintenant, on revient à notre étude technico-économique. Je vous disais tout à l'heure que c'est une étude qui est unique pour chaque projet parce que chaque projet est unique et chaque ferme est unique. Même s'il y a des similitudes entre les paysages et entre les sites, et même si les critères de sélection pour des sites destinés à l'aquaculture marine sont similaires, mais il y a toujours quelques petites différences, notamment liées à la topographie du site. Il y a des endroits où, par exemple, vous avez les fameux 20 mètres de profondeur, mais 20 mètres chez moi, c'est pas 20 mètres chez vous. Voilà. Il y a des endroits où la profondeur tombe très vite et vous ne pouvez pas installer vos filières comme vous voulez, c'est-à-dire perpendiculaires à la côte. Vous êtes obligé de les installer parallèles à la côte parce que le plateau continental est étroit. Il y a des sites qui sont dotés d'un fond sablonneux ou d'un fond meuble. Vous n'allez pas avoir les mêmes besoins que pour un site rocheux ou un site où le fond est rocheux. Il y a des fonds lisses, des fonds accidentés, des fonds obliques, une multitude de fonds marins. C'est la biodiversité, c'est comme ça. Donc les besoins en fait en matériel vont changer, la longueur des amarres va changer, la nature de l'amarrage va changer, selon l'exposition, parce qu'on dit que les sites qu'on sélectionne sont abrités. Oui, c'est abrité en théorie, mais il y a des périodes de BMS, des périodes de mauvais temps où vous n'allez pas être abrité, vous allez être exposé, et ce phénomène doit être pris en compte dans l'étude et lors du choix du matériel. Par exemple, si on est abrité du côté ouest,
on va forcément être exposé du côté est. Et si on est abrité du côté est, on va être exposé à l'ouest ou au nord-ouest. L'essentiel, il y aura une exposition quelconque. Et comme vous le savez, là, même s'il y a peu de mauvais temps qui viennent du nord, si vous êtes exposé du côté nord ou du côté ouest, ou si vous êtes exposé du côté est, même si c'est rare qu'il y ait des mauvais temps, eh bien, des périodes pardon, de mauvais temps, eh bien, il faut quand même prendre en compte les cas exceptionnels, ces rares périodes de mauvais temps, vous devez les prendre en compte lors du choix de votre structure, lors du choix du matériel et la façon dont vous allez assembler votre matériel. C'est très important parce que parfois, les cas exceptionnels, on ne les prend pas en compte, ce qui est une erreur, et l'année où vous installez, vous allez tomber sur ce cas en particulier. Donc, on prend en compte le pire. Voilà, en mer, lorsqu'on installe des structures, on s'attend toujours au pire. On espère le meilleur et on s'attend au pire. Et on prend nos dispositions, mais si on s'attend au pire avec la Konukardo. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que chaque projet est unique, parce que chaque endroit, chaque site va avoir des caractéristiques uniques. Voilà, c'est comme les personnes. Vous pouvez prendre deux biologistes marins, mais ils ne vont pas se ressembler physiquement, mais aussi dans leurs idées. C'est pareil pour les projets. Ensuite, il va y avoir le choix du matériel. En fonction du site, de l'endroit, vous allez choisir votre matériel. Vous allez soit prendre attache avec un fournisseur de matériel, et ce fournisseur, s'il est compétent, il va vous demander les données du site. Et en fonction des données de votre site, il va vous proposer un produit, une structure en mer que vous allez devoir assembler et monter. Soit si vous êtes formé, si vous êtes qualifié, vous allez choisir vous-même, en fonction du site, vous allez choisir vous-même la structure qui vous correspond le mieux. Et vous allez, plutôt que de faire appel à un fournisseur, vous allez acheter votre filière, votre structure en pièces détachées, c'est-à-dire les flotteurs tout seuls, la castillage tout seul et les cordes toutes seules. Parce que les cordes sont vendues chez nous, la castillage aussi on le trouve, c'est par rapport aux flotteurs puisqu'ils ont une forme un petit peu spécifique, donc à ce moment-là, on est obligé de les importer, autant importer toute la filière et voilà. Bon, ça dépend vraiment des personnes, ça dépend de votre budget, ça dépend de votre patience et de vos connaissances. Une fois qu'on a fini le volet technique, il reste le volet économique, c'est les factures. Il faut faire attention à lire les factures qu'on reçoit, parce que parfois, quand on contacte plusieurs fournisseurs, on va avoir des différences au niveau des prix. Vous aurez un fournisseur qui va vous proposer une filière qui va vous coûter 2 milliards et un autre fournisseur qui va vous proposer une filière qui va vous coûter à peine 100 millions. Et vous allez vous dire, mais vous allez penser qu'on vous escroque carrément. Alors que c'est faux. Il faut lire la facture pour comparer. Par exemple, si un fournisseur vous fournit pour un même endroit, il y a un fournisseur qui va vous proposer une filière avec une ligne mère dotée de 50 mm de diamètre. Et un autre va vous fournir une filière avec seulement 30 mm de diamètre. Celle de 50, c'est la même matière, le même produit, mais celle de 50, elle va coûter plus cher. Et multiplié par le métrage, eh bien ça va créer une différence de prix. Ou bien il va y avoir un fournisseur qui va vous proposer une filière avec plusieurs jambes. Et donc ça va augmenter le nombre de longueurs d'amarrage, ainsi que l'accastillage, ainsi que les flotteurs. Donc ça aussi, ça va jouer sur le prix. Il faut bien lire la facture avant de choisir et bien, comment dire, décortiquer le plan de la structure avant de faire son choix. Donc voilà, en tout et pour tout, voilà ce que c'est qu'une étude technico-économique. L'étude technico-économique est un document qui est personnel, enfin personnel, mais je ne suis pas personnel, mais personnel, dans le sens où c'est relatif à chaque projet. Il ne faut surtout pas copier sur le voisin. Donc voilà. Cette vidéo touche à sa fin, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et en votre compagnie. Moi, j'ai passé un agréable moment en votre compagnie. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous.